Bonjour les amis, alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, je vais vous demander votre aide. Non, rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de l'argent, il y en a déjà la moitié qui sont partis, non, restez. Vous allez voir pourquoi dans cette vidéo, tout en début de vidéo, je vais m'en expliquer. Et nous allons parler sinon de futur, et oui, de futur, avec quoi? La réalité virtuelle, en particulier les casques VR, enfin en particulier un actuel, et puis qu'est-ce qu'on peut avoir dans le futur, qu'est-ce qu'on peut espérer, et aussi des vidéoprojecteurs laser, et oui, vidéoprojecteurs laser à courte focale, j'ai trouvé ça très intéressant et j'en parle tout de suite. Alors pour débuter cette vidéo, de quoi je vais parler, en quoi j'ai besoin de votre aide? Bon, en fait, vous avez vu ma dernière vidéo, pour ceux qui l'ont vu en tout cas, et vous avez vu que j'ai fait une belle parodie de Star Wars. Et beaucoup ont apprécié, je pense, même énormément. Mais il y a un internaute qui est passé, qui a laissé un commentaire, et un commentaire assez judicieux et amical, hein, je vous rassure, en me disant qu'il avait bien apprécié aussi, mais que c'était totalement illégal. Et oui, totalement illégal. Et là, ça fait tilt dans mon esprit, parce qu'effectivement, je me suis dit, détourner ainsi un film, oui, c'est bien, on peut s'en amuser, mais ceci dit, comme je suis quand même rémunéré, vous le savez, ça peut devenir illégal. Voilà. Donc je me suis posé la question par rapport au droit, en particulier de la parodie. Donc je mettrai en premier commentaire, ce que vous en pensez, en particulier ceux qui connaissent un peu peut-être plus que moi les textes de loi là-dessus. J'ai lu des textes de loi, c'est assez flou. Alors c'est pas si flou que ça en fait. Vous avez le droit de parodier donc des œuvres originales, il n'y a aucun problème avec ça, c'est dans la loi française, que ce soit d'ailleurs pour un but non commercial ou commercial, du moins que ce soit détourné de l'œuvre originale, que ce soit comique, que ce soit ironique, et que ce ne soit pas, on va dire, au détriment de l'image de l'œuvre originale, c'est-à-dire que voilà, ça ne puisse pas impacter l'œuvre originale, par exemple si vous faisiez des propos, je ne sais pas, racistes ou quoi que ce soit sur une œuvre originale. Donc ça, je pense que voilà, ma parodie de Dark Vador n'est pas dans cette case-là, donc ça se passe pas trop mal, sauf que parodier, ça veut dire quoi? Normalement, parodier, ça veut dire que vous, enfin que moi en l'occurrence, j'aurais tourné à la place de Dark Vador et j'aurais tourné à la place de Luke Skywalker, ce que je n'ai pas fait. J'ai pris un bout de film, et c'est là où ça devient un peu plus flou. Alors j'ai vu que par exemple, il y avait deux acteurs en français qui ont fait pendant le Covid, vous savez, des séquences sur Facebook, beaucoup de séquences où ils ont repris des tas de films et où ils ont fait effectivement des parodies. Ça a très très bien marché et personne ne s'en est plaint d'ailleurs, entre parenthèses. Mais est-ce que c'était à but commercial? Est-ce qu'ils ont touché quelque chose dessus finalement ou rien du tout? Vous voyez, si c'est non commercial, encore ça peut passer. Si c'est commercial, voilà, entre parenthèses, parce que comme vous le savez, je suis rémunéré sur mes vidéos comme tout youtubeur. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre à cette question en dessous, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que c'est dommage, mais bon, si c'est dans l'illégalité, voilà, à un moment donné, je vais me faire taper sur les doigts, comme on dit, et je préférais éviter. Sinon, de quoi on va parler? On va parler de casque VR, réalité virtuelle. Oui, j'ai commencé à m'intéresser à ça et j'ai regardé en particulier deux modèles, on va dire, en comparatif. Alors le premier modèle qui vient, le dernier modèle en fait qui est sorti, qui est le plus performant, c'est l'Oculus Quest 2, vous savez, par Facebook. Eh oui, par Facebook. Et donc ce modèle-là apparemment est vraiment rempli tous les critères. C'est un Qualcomm en termes de processeur, il a 6 Go de RAM à l'intérieur, il a une capacité de sauvegarde de 64 Go ou de 256 Go selon le prix que vous mettez. Le prix de base est de 350 €, donc c'est pas très cher finalement. Il a une résolution de 1920 sur 1836 pixels. Donc une belle résolution on va dire, en plus l'image est de qualité, d'après les essais qui ont été faits, moi je ne l'ai pas bien entendu, mais l'image est vraiment de qualité, l'effet gris, c'est-à-dire ce petit effet qu'on pourrait avoir au fait que les pixels sont très près des yeux, non, il n'y a pas d'effet gris, il est effacé, il est apparemment très confortable. Il a beaucoup de qualité, hormis que voilà, l'autonomie est un peu limite, 2 à 3 heures, mais sinon pour le reste, il passe tous les critères. Il y a quelques petits défauts, donc l'autonomie, il faut être inscrit à Facebook, et oui, c'est un peu logique, Facebook il va vendre un peu son produit aussi, entre guillemets, Et après, qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Vous pouvez soit télécharger, on va dire, des jeux légers ou des applications légères à l'intérieur, et il est autonome, il n'y a pas de fil, comme j'expliquais, c'est 2 à 3 heures d'autonomie. Soit, si c'est des applications plus lourdes, des gros jeux, etc., vous pouvez le brancher sur le PC, par filaire, on va dire. Et là, par contre, le PC doit être un peu plus musclé, Je pense qu'une RTX 3080 serait la bienvenue, en l'occurrence.
Donc la réalité virtuelle, elle est là et elle prend de plus en plus d'ampleur. En 2025, donc c'est pas si loin que ça, hein, il y aurait peut-être 16 millions de casques VR de vendus en tout, en totalité, ce qui est énorme. Le marché progresse à toute vitesse, ce qui est un peu normal, hein, puisque évidemment, plus les jeux seront performants, plus les machines qui pourront les faire tourner seront performantes, plus on aura une réalité virtuelle, bon, on va dire efficace, plus il y aura des jeux qui sortiront dessus et plus on sera tenté d'y plonger. Moi personnellement, je suis vraiment tenté. Alors il y a le VR de la PS4 par exemple, hein, donc il faut savoir que c'est 2 x 960 par 1080 pixels, donc c'est plus de 2 fois moins que l'Oculus, hein, Quest 2 en particulier. Donc voilà, c'est un modèle un peu plus ancien. Et justement, j'attends le VR2 avec impatience, puisque apparemment il chercherait, il y aurait un projet pour faire un VR2, on le sent tous, hein, pour la PS5. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que beaucoup de monde travaille sur le sujet maintenant, puisqu'évidemment, hein, 16 millions de casques, vous imaginez bien, c'est un peu comme les téléviseurs gamers que j'ai expliqué la dernière fois, tout le monde va s'intéresser à la VR. Et en l'occurrence, il y a Playce qui s'intéresse, j'en avais déjà parlé de Playce qui s'intéresse fortement au domaine, qui a fait des écrans de 0,8 mm avec plus de 10 000 ppi, donc pixels per inch, donc c'est une densité exceptionnelle. Enfin, ça commence à être très important, avec 150 000 donc candela par mètre carré. Alors après, il faut réduire, hein. Quand vous avez un candela par mètre carré, si c'est 1 mm carré, ça, ouais, vous divisez par autant. Mais c'est quand même une luminosité extraordinaire, hein, donc vraiment une belle luminosité. D'ailleurs, entre parenthèses, je ne l'ai pas dit, mais l'Oculus Quest 2 est passé de l'OLED OLED à nouveau, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné l'OLED. Pourquoi? Parce que l'OLED est une très très belle image en contraste, en profondeur, mais c'est vrai qu'en termes de luminosité, ça manquait un peu de pêche, et grâce à ça, ils ont rattrapé la luminosité, hein, parce qu'il faut vraiment beaucoup de luminosité pour une si faible surface. Et donc, Playce a fait un superbe écran, enfin, a fait une grande avancée avec des micro-LED. Et Korean Institute of Science and Technology est allé beaucoup plus loin, puisqu'ils sont à 63 500 ppi, d'ailleurs pixels per inch, vous imaginez, plus de 6 fois ce qu'on fait même aujourd'hui, hein, ce serait énorme, ça ferait des écrans de plus de 5000 pixels sur 4440 pixels, quelque chose comme ça, si on comparait à l'Oculus Quest 2. Et comment ils ont réussi ce prodige? Ils ont intercalé 3 couches de pixels, 3 surfaces de pixels si vous préférez, intercalées, ce qui leur permet d'avoir une densité exceptionnelle. Et donc la micro LED, comme on le sait, de Samsung travaille dessus pour les grands écrans, et de l'autre côté, à l'opposé, on va dire, le VR travaille dessus aussi, et apparemment ils sont très en avance là-dessus, et je pense que ça va sortir assez rapidement. En 2021-2022, il y a des premiers écrans VR, hein, donc casques VR qui sortiront avec une densité exceptionnelle. Après, bien entendu, derrière tout ça, il faudra quand même les moteurs de jeu pour les faire tourner, parce que plus il y a de pixels, plus effectivement, c'est un petit peu comme les écrans 4K, hein, et 8K, il faut faire tourner tout ça. Mais ne serait-ce que l'Oculus Quest 2 pour 350 €, si vous avez bien entendu le PC qui va avec, hein, la machine qui va avec, je pense que c'est vraiment un casque VR très intéressant. L'autre sujet que je voulais aborder, c'est les vidéoprojecteurs laser. Je trouve ça très très intéressant comme technologie et assez surprenant. Donc c'est un vidéoprojecteur, hein, mais à laser que vous mettez à quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres du mur. Et oui, et il va projeter quasiment à la verticale l'image sur le mur, et vous allez obtenir des images 4K, puisque c'est le dernier modèle Samsung que je vais parler par exemple, hein, mais il y a Hisense, il y a plein d'autres modèles 4K. Qui peuvent aller jusqu'à plus de 3 mètres. 3 mètres, l'un des modèles va jusqu'à 3 mètres 30. Le LSP 9T de Samsung, l'autre, le 7T, fait du 3 mètres, à peu près un peu plus de 3 mètres. Donc vous imaginez, et en plus vous pouvez avancer ou reculer pour avoir une image un peu plus petite ou un peu plus grande. Oui, parce que tout le monde n'a pas des murs de plus de 2,65 m. Hein. Là-bas c'est 2,65 m, vous imaginez 2,65 m d'image. Alors les prix déjà, le LSP7T, avant de parler un peu de technique, hein, il coûte quand même 3 500 €. C'est pas énorme, hein, quand vous calculez 3 mètres d'image, hein, je vous 3 mètres d'image en diagonale, excusez-moi, mais n'importe quel écran, d'ailleurs aucun écran ne peut faire ça actuellement, sauf le wall de Samsung en micro LED, hein, c'est des assemblages d'écrans, mais alors lui ça coûte 100 000 € hein, à peu près. Là on est quand même dans des prix beaucoup plus modestes, 3 500 €, imaginez. Par exemple le OLED LG CX, qui n'est pas le haut de gamme, hein, je vous précise, de LG, hein, c'est un très très bon modèle, mais il y a d'autres modèles bien supérieurs qui coûtent bien plus cher chez LG, hein. Le CX 75 pouces, donc on est largement éloigné de ça, ou même 65 pouces, mais on va parler de 75 pouces, coûte 4 900 €. Vous voyez, on est largement inférieur, on est à 189 cm si je ne me trompe pas.
Donc vous voyez, 3 mètres de diagonale, c'est juste énorme pour 3500 €. Le modèle supérieur, le 9T, lui coûte quand même 6500 €. Quelle est la différence entre les deux modèles? L'un a un seul laser avec une roue chromatique, c'est-à-dire une roue où il y a des couleurs qui va tourner très très vite, qui va permettre de reconstruire l'image. L'autre a 3 lasers RGB, hein, comme on appelle, donc le rouge, le bleu et le vert, donc 3 lasers séparés. Et maintenant, on va rentrer un peu dans les détails techniques, et on va parler en tout premier lieu de la luminosité. Et oui, c'est important, c'est même le plus important finalement dans les vidéoprojecteurs laser et vidéoprojecteurs tout court. En effet, c'est ce qui va déterminer si vous pouvez voir l'image de façon optimale la journée en luminosité normale. Et donc le LSP9T, il fait 2800 lumens et le LSP7T fait 2200 lumens. Oui, mais attention, ce n'est pas par mètre carré, et non, c'est des vidéoprojecteurs, c'est-à-dire que, grosso modo, c'est effectivement sur 1 mètre carré, il va faire ça, c'est-à-dire que s'il projetait sur 1 mètre carré, il ferait ça en luminosité, sauf qu'il ne projette pas sur 1 mètre carré. Je vous rappelle que la distance focale, c'est une distance très très courte, va de 11 cm pour une image de 2,5 mètres de diagonale à 24 cm, si je ne me trompe pas, pour une image de 3,3 en diagonale, 3,3 mètres en diagonale pour le LSP9T. Donc ça fait une sacrée image, je vous le répète. Et donc, si on prend cette image-là, par exemple, 3,3 mètres de diagonale, ah non, plutôt 3 mètres, on va prendre, ça fait 2,65 mètres de base sur 1,5 mètre de hauteur, ce qui fait à peu près, à un poil près, 4 mètres carrés. Et donc, vous allez devoir diviser les 2800 lumens de luminosité par 4. Et oui, puisque c'est sur 1 mètre carré, je vous ai expliqué qu'ils annoncent cette luminosité. Et là, comme il y a 4 mètres carrés d'affichage pour toute l'image, eh bien, ça fait plutôt du 700 lumens. Vous commencez à comprendre, 700 lumens par mètre carré. Alors vous allez me dire, mais c'est déjà pas mal, parce que voilà, il y a même des OLED, hein, ils les affichent pas plus que ça, hein, 700 lumens par mètre carré ou 700 CD candelas par mètre carré, c'est déjà pas mal. Oui, mais on n'est pas du tout dans le même système, et c'est bien là le problème des vidéoprojecteurs et vidéoprojecteurs laser. Alors les vidéoprojecteurs laser sont bien meilleurs que les vidéoprojecteurs, je tiens à le souligner, mais ils réfléchissent, c'est-à-dire qu'ils utilisent la réflexion sur un écran ou sur un mur. Donc sur un mur blanc ou un mur même de couleur plutôt gris clair, et ils utilisent la réflexion qui va revenir vers votre œil. Ça veut dire qu'ils vont devoir réfléchir une onde lumineuse, entre guillemets, contrairement aux téléviseurs qui vont directement émettre. Ça pose deux problèmes. Le premier, en pleine journée, un téléviseur, par exemple un OLED, si vous coupez la LED émettrice, vous n'avez pas de lumière du tout. Ça veut dire que c'est un noir profond. C'est d'ailleurs le problème des LED classiques que vous connaissez, puisqu'on va devoir effectivement arrêter la lumière si on a, en local des mines, si on a une zone éclairée. Et donc on va devoir arrêter tous les points qui devraient rester dans le noir. Eh bien, dans les OLED, c'est pas le cas, donc c'est pour ça qu'on a un noir profond. Là, le problème, c'est qu'on va réfléchir de la lumière, donc on peut arrêter la lumière, mais si on est en pleine luminosité, si on est en plein jour, un mur n'est pas noir. Et non, le mur, s'il est blanc, il est blanc. Et donc la lumière ambiante va rendre le mur clair. Donc c'est pour ça qu'on a des images plus palotes, parce qu'en pleine journée, difficile d'avoir des noirs. Sur un mur ou sur un écran blanc, même, c'est très difficile d'avoir des noirs, c'est même impossible. C'est pour ça que, on va dire, les noirs sont plutôt gris, voire très gris, et donc les couleurs qui devraient être très sombres, dans les scènes sombres par exemple, ça va devenir très pâle. Effectivement, quand c'est des scènes très lumineuses, ça va claquer, parce que là effectivement, on peut avoir des belles couleurs chaudes, vous voyez, dans un désert en pleine journée. Mais si c'est plutôt un film, on va dire, un petit peu d'horreur, par exemple, qui se passe dans une maison hantée le soir, eh bien là, ça va être beaucoup plus difficile de retranscrire des noirs si la pièce est lumineuse, en pleine journée. C'est le premier et principal problème de la luminosité en question. C'est pour ça qu'il faut mieux une pièce un peu plus sombre. Vous regardez effectivement le cinéma, les séries, tout ça, dans des pièces sombres. Et d'ailleurs, le cinéma en est la preuve absolue. Quand vous allez au cinéma, vous êtes dans une pièce sombre, et non seulement vous êtes dans une pièce sombre, mais en plus, généralement, les murs sont, on va dire, absorbent la lumière, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas de couleur blanche, par exemple. Vous n'avez pas des cinémas qui sont tout blancs. Et pourquoi? Parce que c'est le deuxième défaut. Le deuxième défaut, c'est que vous allez projeter de la lumière, effectivement, donc sur un écran, qui lui-même va projeter de la lumière partout, et il y a la réflexion. Vous savez, c'est ni plus ni moins que le système du ray tracing. Les photons qui reviennent de partout et qui repartent sur des surfaces plutôt claires, blanches en particulier, ça va entièrement réfléchir. Et donc, on évite ça, parce que sinon, effectivement, là aussi, ça va perturber le signal lumineux, et vous allez encore perdre en termes de luminosité, en termes, on va dire, de différence, de contraste, finalement. Vous allez perdre en luminosité par rapport à si vous étiez dans une pièce totalement noire,
noir totalement sombre, qui absorberait totalement la lumière, et ainsi vous ne recevriez que ce qui revient de l'écran. Donc voilà pourquoi au cinéma on est dans des pièces, bon on est déjà dans le noir, et puis on va dire avec généralement des moquettes ou des peintures assez sombres, et bon chez vous c'est peut-être pas le cas, donc c'est un petit peu le problème de cet écran, c'est-à-dire qu'effectivement vous pouvez le mettre par rapport à un vidéoprojecteur dans une pièce normale, mais vous aurez des images délavées en pleine journée, il ne faut pas rêver par rapport à un écran LCD ou un écran OLED classique. Alors, est-ce que c'est vraiment d'avenir, entre guillemets? Parce que déjà, bon, 3 mètres de diagonale, tout le monde n'a pas le recul nécessaire et la place nécessaire, la pièce nécessaire pour faire ça, hein, voilà. C'est quand même assez imposant. Ça, c'est la première problématique. Deuxième problématique, c'est que, bah, en l'occurrence, il y a quand même un gros concurrent qui vient, hein, je vous l'ai dit, hein, je vous le répète, c'est le micro-LED. Micro-LED, bon, donc Samsung a fait des écrans de largement plus de 3 mètres, sans aucun problème. Ça coûte cher encore en production. Pour l'instant, c'est pas, on va dire, de la production industrielle, mais ça va venir très très vite, je pense. Sauf s'ils ont un gros écueil technique, mais ils avancent quand même, ils avancent sur le sujet. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, hein. Beaucoup de gens s'intéressent aux micro-LED, comme je vous ai expliqué. Hein. Je parle pour les grands écrans, hein, bien entendu. Les problèmes industriels. Pas pour ce qui est effectivement du VR et des micro-écrans. Et donc, bah, tout ça, si ça avance bien, bah, ça va à terme, dans 3, 5, 6 ans, peut-être que ça tuera le laser, parce que le micro-LED, lui, c'est pas 550 candélas par mètre carré. Hein. Ils annoncent des chiffres assez astronomiques de 2000, 3000, 4000 candélas par mètre carré, voire beaucoup plus, avec tous les effets qu'on connaît, hein, durée de vie, etc. Parce que le deuxième défaut des vidéoprojecteurs, et en particulier des vidéoprojecteurs laser, c'est la durée de vie. Alors la durée de vie, ceci dit, c'est plus de 20 000 heures. Donc 20 000 heures, si vous faites 3 heures par jour, ce qui est déjà pas mal, ça fait 18 ans. Même si vous en faites 6, bon, bah, ça va faire entre 9 et 10 ans. Hein. Et 6 heures par jour, tout le temps, tous les jours, ça fait beaucoup quand même. Voilà. Donc il faut vraiment être gros joueur. Alors il fait le VRR, par exemple, ils sont déjà HDR10, HDR10+, à la mode Samsung, hein, donc pas Dolby Vision, hein, mais plutôt l'HDR10+. Ils sont VRR, Variable Refresh Rate. Donc théoriquement, vous pouvez brancher vos consoles dessus et ça marchera. Après, l'input lag, le temps de réponse, tout ça, je n'ai pas les caractéristiques. Impossible de les trouver. Enfin, moi, personnellement, je ne les ai pas trouvées. Si vous les avez, n'hésitez pas à les mettre en dessous. Et donc, je ne peux pas vous dire s'il y a un temps de réponse suffisant pour, en tout cas, sans doute pour jouer à des jeux, bah, on va dire classiques comme Assassin's Creed par exemple, oui ça peut passer. Est-ce que vous pouvez faire du FPS dessus? Ça n'est pas bien sûr, ça je peux pas vous le garantir. Donc il faut regarder les caractéristiques, voir si on peut les trouver, ou se demander tout simplement à la maison mère à Samsung, mais en tout cas pour l'instant je dirais oui on peut faire du jeu, en tout cas du jeu classique, style Assassin's Creed, Cyberpunk et des choses comme ça dessus, sur un 3 mètres de diagonale. Je voulais parler de ces écrans parce que à 3500 €, quand on veut de la grande diagonale, ben voilà, je pense qu'il n'y a pas photo comme on dit, hein. Ça va être difficile de trouver un écran téléviseur classique qui puisse, bon, rivaliser à 3 mètres, c'est pas possible, mais faire, voilà, même si vous voulez un grand diagonale, ça va coûter très cher. J'attends vos commentaires nombreux et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.